Bonjour à tous et bienvenue sur Impact Actu, l'émission consacrée aux profils inspirants. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une invitée de qualité. Nancy est juriste, elle est fondatrice de Total Legal Management, une agence pour l'accompagnement de création d'entreprises. Bonjour Nancy. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien, merci. Alors déjà, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas? D'accord, donc Nancy Toubou, j'ai 34 ans, je suis juriste d'affaires et à la fois fondatrice de Legal Team Management. Voilà, j'en dirai peut-être plus après. Une présentation assez claire. Alors, pourquoi avoir choisi un parcours académique dans le droit des affaires ou le management d'entreprise? Disons que le droit, je voulais en faire depuis longtemps, depuis l'âge de 9 ans à peu près, je savais déjà ce que je voulais faire. J'étais très déterminée et puis je m'orientais plutôt vers du droit pénal et c'est en deuxième année de droit que le recteur me conseille de faire les affaires. Pourtant moi je me voyais pas du tout dans les affaires et le management. Il me conseille de faire les affaires et en allant étudier en Angleterre, je fais un cursus droit et management et puis du coup en rentrant en France, j'ai continué dans cet élan puisque finalement j'ai beaucoup apprécié. Alors, on sait que le milieu du droit est un milieu assez fermé. Alors, vous, en tant que femme d'origine africaine, comment avez-vous fait pour vous positionner dans ce domaine? Ce n'était pas facile, je vais pas le cacher, mais je pense que c'est aussi beaucoup de détermination parce que je savais vraiment où je voulais aller et après c'est de force de caractère aussi. Après j'ai passé aussi des moments un peu difficiles. J'ai le souvenir d'un entretien par exemple où je suis arrivée pour me présenter et puis on m'a dit oui pour le ménage c'est pas cette porte c'est l'autre porte. Et j'ai répondu en disant je viens pour le poste de juriste et là tout le monde s'est arrêté, on m'a regardé et donc je suis montée à l'étage et j'ai reçu donc la directrice juridique m'a reçue avec le directeur général de la société, donc on a échangé, j'ai présenté mon CV quoi tout simplement, mes expériences, mon parcours et puis il me regarde en me disant c'est vraiment vous qui avez fait tout ça? Et je lui dis oui c'est moi et il me dit vous savez nous sommes une boîte française et je lui dis oui je suis française mais français de souche et je lui dis écoutez vous avez un besoin, si vous m'avez contacté c'est que je réponds à ce besoin et puis finalement en sortant on rencontre le PDG qui est le papa de ce monsieur et qui me serre la main mais qui regarde de l'autre côté. La directrice continue donc à me faire visiter les locaux et puis on passe devant une dame qui était devant son ordinateur. Et elle me dit écoutez Nancy, voici cette femme donc qui sera votre secrétaire. Et là la femme me dit moi, la secrétaire d'une noire, jamais de la vie. Et là je suis restée quand même j'ai gardé le profil bas quoi, je suis restée un peu mais intérieurement c'était un peu difficile et en sortant de là je me suis effondrée en me disant mais c'est pas possible, je pensais pas que de nos jours encore on pouvait vivre ça et heureusement c'est la seule expérience mais elle m'a servi justement, je me suis dit ce monsieur un jour il entendra parler de moi. Et justement ce monsieur il entendra un jour parler de moi. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour arriver à cette affirmation? J'ai continué. Au début, c'était pas évident parce que j'étais quand même démoralisée. Et puis, c'est surtout mon papa qui m'a quand même bien motivée en me disant que c'est la vie, en fait, c'est comme ça. Il faudra toujours travailler plus. Et ensuite, donc, je me suis battue, j'ai travaillé. Après, c'était un peu difficile de pouvoir me positionner. J'ai dû, pour pouvoir payer mes charges, faire un autre métier. Comme j'étais encore bien bilingue anglais, j'ai travaillé dans une banque en gestion de portefeuille client anglophone uniquement, le temps de pouvoir trouver. Et puis après, je me suis dit, je suis quand même juriste, j'ai étudié pour ça. Et c'est ce que je veux faire depuis longtemps. Donc,
je vais me donner les moyens d'eux. Et puis, j'ai fondé les Legal Team, donc j'ai créé Legal Team Management. Et à partir de là, en fait, ça m'a permis, c'était un tremplin pour rentrer à nouveau dans mon milieu professionnel. Et c'est à partir de là que tout a démarré et que aujourd'hui, après longtemps, en tout cas, j'occupe le poste de juriste corporate pour une zone Europe, donc dans une société spécialisée dans l'énergie, et je gère un portefeuille d'environ 150 sociétés. Donc je suis salariée en même temps, et à côté j'ai mon activité Legal Team Management, puis j'en parlerai tout à l'heure. Très bien. Du coup, on va revenir justement sur Legal Team Management. Alors, qu'est-ce que vous proposez en tant que structure? Alors, on a divers services. Donc, ce qu'on propose, alors, c'est un accompagnement dans la création de sociétés. Donc, les personnes qui viennent me voir sont des porteurs de projets qui ont déjà un projet plus ou moins ficelé, et puis ils viennent me voir pour créer leur statut juridique, que ce soit en association pour certains, que ce soit en micro-entreprise ou encore en société. Donc je rédige les statuts, je m'occupe de tout ce qui concerne la partie administrative également. Et après, pour les autres personnes, donc certains clients qui veulent un accompagnement un peu plus poussé, donc il y a la phase de gestion d'entreprise, où là c'est donc tout ce qui concerne les modifications statutaires, cession d'actions, de titres. Et après, il y a la partie rédaction, où là c'est une bibliothèque d'actes juridiques que je propose, donc ce soit prestation de services, cession, autre, enfin tout type de contrat, gestion des marques, et voilà. Et à votre avis, quelles sont les informations essentielles qu'on doit connaître avant de se lancer dans la création d'un projet? Alors je vais donner un exemple, c'est un exemple, c'est en même temps plus concret. C'est dans un premier temps, il faut se poser la question de savoir quelles sont les compétences que l'on a. Qu'est-ce qu'on est en mesure de faire? Ensuite, on liste, c'est simple, on liste ses compétences. Ensuite, c'est regarder quelles idées, toutes les idées qui nous tombent dessus qu'on pourrait avoir. Et après, c'est regarder et constater en fait un besoin. Parce que l'objectif quand on crée une structure, c'est de répondre aux besoins d'une population, d'une cible particulière. Donc quand on fait le lien entre les compétences, les idées et le besoin, ce qu'il y a au milieu en fait, c'est la structure que l'on peut créer. Mais il faut d'abord se poser toutes ces questions. Ça peut être pour X ou Y raison, problème au niveau du travail, on a envie de changer de carrière, on a envie de... Voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, quelles sont les compétences que l'on a? Et j'ai lu un livre qui m'avait beaucoup interpellée. Le monsieur donnait l'exemple d'un homme qui est enseignant et à la fois polyglotte, donc il parle plusieurs langues. Et il s'est dit à un moment donné, il voulait plus. Il voulait plus, donc ce qu'il a fait, c'est que il a listé, donc il est professeur, donc il est patient, il est pédagogue, il parle plusieurs langues, et il s'est rendu compte que beaucoup de personnes, que ce soit enfants ou adultes, aimeraient apprendre les langues mais ne savent pas comment. Et il a développé une méthode simple et ludique pour pouvoir enseigner les langues, et il a fait succès en fait avec ça. Donc il a allié ses compétences, l'idée, et puis répondu aux besoins. Est-ce que vous pouvez nous lister rapidement les actions fondamentales à faire dans la création d'une entreprise? C'est-à-dire, moi, en tant que jeune entrepreneur ou porteur de projet, je dois commencer par quoi si je veux justement me lancer dans mon projet? D'accord. Alors pour se lancer dans le projet, bon là ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis, et c'est ce que je propose aussi aux personnes qui viennent me consulter. C'est d'abord déjà se faire une idée de ce que l'on souhaite, une idée de ce que l'on souhaite apporter pour répondre aux besoins d'une personne ou d'un groupe de population. Donc réfléchir à l'idée. Deuxièmement, une fois qu'on a l'idée, c'est faire une étude de marché, voir ce qui se passe autour en fait. Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que c'est un marché qui a du potentiel? Est-ce que c'est saturé ou pas du tout? Ensuite, il faut déterminer la cible. Quelle est la catégorie de personnes que je cible? Parce qu'on ne peut pas cibler tout le monde. Quelle catégorie de personnes je cible? Et enfin, avoir une budgétisation, une analyse financière pour pouvoir se projeter sur 1 an, 2 ans. Et voilà, c'est important. Surtout si on envisage de faire des investissements et autres, c'est important d'avoir une projection à court, moyen, long terme.
Et est-ce que vous, justement, en tant que cabinet d'accompagnement, vous proposez d'aider dans les moindres détails un porteur de projet pour que son projet aboutisse? Oui, bon après dans les moindres détails, c'est beaucoup dire, mais en tout cas je sais que il y a un accompagnement qui est fait donc depuis le mois de janvier. C'est un accompagnement pour tout ce qui concerne analyse financière et puis budgétisation sur 1-3 ans avec un partenaire et avec aussi la possibilité pour les personnes qui souhaitent faire des demandes de financement auprès des banques, d'être accompagnées pour pouvoir expliquer les chiffres. C'est vrai que c'est important quand on a un bon projet écrit, mais quand au niveau des chiffres, c'est clair et précis. Au niveau des banques, ça apporte une certaine crédibilité qui fait que on peut nous accorder facilement le crédit. Donc quand on a un expert en finance, c'est toujours plus, on va dire, plus avantageux. Et en tant que porteur de projet, souvent on n'a pas forcément d'expérience et on est censé faire des erreurs. Alors, quels sont selon vous les pièges à éviter pour ne pas tomber dans des erreurs dans la création de notre entreprise? Moi, je dirais ne pas s'entourer. Ne pas s'entourer des bonnes personnes dans un premier temps, parce que quand on crée une structure, on a besoin, j'ai dit ça parce que je suis juriste, mais on a besoin d'un juriste, parce que le juriste en fait protège l'activité. Souvent on crée une activité, on propose des services ou on vend des biens, mais on n'est pas protégé juridiquement, en tout cas on s'y connaît pas, on copie ce qu'il y a sur internet, alors que tout ce qu'il y a sur internet n'est pas forcément bon. Donc c'est bien d'être accompagné par un professionnel. Ensuite, au niveau comptable, vraiment avoir un comptable à l'affût, j'insiste, c'est important parce que j'ai accompagné des personnes qui ont créé une société mais sans comptable et puis finalement ça n'a même pas duré une année, quoi. C'est vraiment important de pouvoir avoir un juriste, parce que quand on a une société, il faut tenir des comptes, on a des obligations légales liées aux comptes, c'est important. Ensuite, c'est ne pas se renseigner sur le marché, ne pas se renseigner sur ce qu'il y a à faire. Et après, quand on a une marque, par exemple, ne pas la protéger. C'est important de la protéger, c'est important de s'entourer aussi, de s'ouvrir, de ne pas rester fermé, parce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui est ouverte d'esprit, c'est une personne qui est avenante. Il faut pas rester dans son coin introverti, surtout si on veut attirer de la clientèle. Il faut vraiment sortir de ces chantiers battus et puis aller vers les gens, aller vers les gens, ouais. Surtout si on veut avoir de la clientèle, c'est vraiment, vraiment important. Et justement, comment faire pour bien s'entourer? Parce que là, du coup, dans ce que vous avez dit, c'est qu'il faut avoir des personnages clés, essentiels pour la création de notre entreprise. Mais est-ce que vous, en tant que cabinet d'accompagnement, vous conseillez, par exemple, les comptables, vous conseillez des personnes ou... Voilà. Est-ce que oui, après en fonction des domaines et en fonction des métiers, oui, je peux, par exemple, je sais que si par exemple dans une activité c'est très très poussé, je peux demander, j'ai des contacts des amis avocats, je peux faire appel à des avocats s'il le faut. Après j'ai des amis qui sont comptables. C'est développer le carnet d'adresses, et pour ça faut surtout ne pas hésiter à sortir. Il y a beaucoup de soirées entrepreneurs, il y a beaucoup d'événements after work. Et c'est à ce moment-là qu'on échange pas mal de contacts. Donc c'est vraiment important de se rendre à ce type d'événements, à ce type d'endroits, à des salons. Et après, effectivement, oui, je peux apporter quelques pistes, donner quelques conseils. Et j'ai oublié tout à l'heure à la précédente question, ce qu'il faut aussi, c'est se former. Ne pas hésiter à se former, ne pas avoir honte de se former. Quand dans un domaine, on n'est pas... calé à 100%, mais qu'on a l'intime conviction que c'est l'activité que l'on doit faire. S'il faut se former, ne pas hésiter à le faire, parce que justement c'est pour valoriser encore mieux l'activité. C'est vraiment important. Là, du coup, on va passer aux entrepreneurs. Alors, déjà, j'aimerais bien savoir quelle est votre vision à vous de l'entrepreneuriat et quelles sont les qualités que doit avoir un entrepreneur. Pour moi, l'entrepreneuriat déjà, c'est répondre aux besoins d'une cible.
On n'est pas juste entrepreneur pour être entrepreneur, mais on est là pour répondre aux besoins d'une cible. C'est important parce que quand on développe une activité, que ce soit vente ou service, eh ben c'est pour une cible particulière. Après, les qualités que doit avoir un entrepreneur, je dirais être persévérant, parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'heures de travail, avoir de l'endurance, avoir un mental d'acier, parce qu'on va avoir des personnes qui sont autour de nous, qui sont là aussi pour nous décourager parfois, d'autres qui sont là pour nous encourager, d'autres non. Donc il faut avoir un mental d'acier en se disant que le projet que je mène, l'activité que je fais, je sais que ça fonctionnera et que ça ira loin. Il faut vraiment avoir confiance en son projet, confiance aussi en ses capacités. Après, être une personne patiente aussi, parce que ça va pas toujours très vite. Et savoir se remettre en question assez régulièrement pour corriger, modifier. Quand j'ai écrit Legal Team, quand je regarde mes notes, parce que je l'ai créé en 2015, quand je regarde mes notes de 2015 et aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est pas exactement la même chose. Mais voilà, faut se remettre en question, cibler, voir là où ça fonctionne, là où ça ne fonctionne pas, et puis ne pas hésiter à corriger s'il le faut. Et après, faut être ouvert. Faut être ouvert. Il n'y a pas de secret. Faut être ouvert et curieux. On va passer au statut juridique. Est-ce que vous avez déjà une définition assez simple de ce que c'est qu'un statut juridique? Et selon vous, quel serait le meilleur statut juridique à adopter quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Question pas difficile pas facile à répondre. J'ai pas de définition comme ça du statut juridique, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un document juridique qui permet de cadrer l'activité d'une structure. Donc ça cadre non seulement l'activité, mais aussi la gouvernance, la gestion de la société, les relations entre les différents mandataires sociaux. Et puis c'est comme le guide de la vie, de la société, quoi. C'est dedans où on a toutes les informations concernant les décisions à prendre, concernant les pouvoirs que l'on accorde à tel ou tel président. Voilà, on va dire que c'est le guide. C'est le guide. Après, au niveau des statuts, il y a vraiment beaucoup de statuts juridiques. Après, je vais citer peut-être les plus communs. On a le statut donc de micro-entreprise, donc avec connu aussi sous le nom de statut d'auto-entrepreneur. Après, on a le statut de la SAS, qui est très connu, donc une société à responsabilité, une société par action simplifiée, ou qu'on appelle aussi, donc quand on a deux associés, quand on est seul, c'est une SASU, donc société par action simplifiée unique, avec un associé unique. Et ensuite, on a la SARL, donc société à responsabilité limitée, quand on est au moins deux, et puis quand on est une personne, c'est EURL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Bon, pour moi, c'est les plus connus. Après, il y en a d'autres encore, mais je vais pas rentrer dans tous ces détails. Je ne dirais pas que il y en a pas un meilleur que l'autre. Tout dépend en fait des besoins du porteur de projet. Tout dépend de la vision dans laquelle il veut amener sa structure. En fonction de ses projets, en fonction de ce qu'il attend, et on va plutôt orienter sur tel type de société une autre. Voilà. Pour moi, en tout cas, toutes les sociétés commerciales, que ce soit SARL et SAS, par exemple, elles peuvent faire toute la même activité. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Maintenant, tout dépend de ce que le porteur de projet peut faire. Par contre, la micro-entreprise, donc le statut d'auto-entrepreneur, il y a quand même beaucoup moins de privilèges qu'une société. Après, c'est un bon statut quand on veut démarrer, quand on ne veut pas prendre trop de risques, parce que gérer une société, c'est aussi beaucoup de dépenses. Donc, ça peut être une bonne alternative pour commencer, et puis après, basculer en société, et puis après, comme d'autres décident de basculer directement en société. Voilà, tout dépend de ce est-ce que du côté du statut de l'auto-entrepreneur, est-ce que étant auto-entrepreneur, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs avantages par rapport à la gestion d'une société. Mais quels sont ces avantages? Après, les avantages, je dirais peut-être pas, c'est plutôt une souplesse. Les avantages, c'est plutôt une souplesse qui est donnée, qui est accordée par la législation pour tout ce qui concerne la gestion des risques.
la gestion des risques. Donc en termes de seuil, par exemple, au niveau du chiffre d'affaires, on a un certain seuil à ne pas dépasser. Ensuite, au niveau de tout ce qui concerne les questions fiscales, par exemple au niveau des cotisations, on déclare soit au trimestre son chiffre d'affaires, soit au mois, et on déclare, donc si on a 0, on a 0, si on a 100, on déclare 100, et sur ce montant-là, on paye des taxes. Donc au niveau du risque financier, ça reste un peu moindre. Après, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la personnalité juridique, c'est-à-dire que c'est une société qui est faite au nom propre. Donc quand on crée un compte bancaire pour l'activité de micro-entreprise, c'est au nom propre du porteur de projet. On ne peut pas récupérer la TVA comme c'est le cas en société. On est un peu, c'est avantageux quand c'est une activité, moi je dirais, c'est avantageux quand c'est une activité secondaire, et que ce n'est pas une activité permanente, c'est une activité secondaire, et puis surtout qu'on ne veut pas prendre de risque, peut-être tester un peu son projet, et après basculer sur une société. Donc les avantages, c'est plutôt ça, c'est vraiment une limitation des risques. Et donc du coup, si on a par exemple une activité qui est notre activité permanente, justement, quels sont les statuts juridiques finalement qui seraient le plus si c'est une activité permanente, je pense que j'opterais plus, en tout cas de mon point de vue, sur une société. C'est plus simple, même en termes de rémunération, par exemple, c'est quand même plus simple. Après, entre la SAS et la SARL, tout dépend du profil du porteur de projet, tout dépend de ce qu'il veut. Si par exemple, il envisage de faire appel à des investisseurs, s'il envisage de faire entrer d'autres actionnaires de toutes parts pour investir dans le développement, etc., moi, je conseillerais la SAS. Pourquoi ? Parce que la SAS, au niveau d'un point de vue légal et réglementaire, elle a un statut plus souple, c'est-à-dire que les actionnaires, donc les personnes qui détiennent les titres de la société, ont cette souplesse au niveau de la gestion et ils peuvent accorder plus de pouvoir à une catégorie de personnes et moins à d'autres. Cette souplesse-là, elle n'existe pas quand on a une SARL. C'est très rigide, c'est très réglementé, très rigide, et du coup quand on fait rentrer un investisseur, par exemple, ou des actionnaires extérieurs, pour X, Y raison, on va moins opter pour ce type de société. Par contre, quand on fait une entreprise familiale ou entre amis et que on sait qu'on ne va peut-être pas faire rentrer quelqu'un d'autre, ça peut être aussi très sympa d'avoir une SARL. Ça peut être très utile parce qu'en termes de réglementation, il y a des personnes qui aiment être réglées sans trop vraiment prendre de risques. Dans ces cas-là, ils vont plutôt opter pour la SARL. Après, il y a une autre question qui va se poser, c'est quel est le régime social que veut avoir le gérant ? Est-ce qu'il veut dépendre du régime des indépendants ? Est-ce qu'il veut dépendre du régime général de la sécurité sociale ? En fait, ça aussi, ça joue dans le choix du type de société. Donc si par exemple on veut rester au sein donc, du régime général de la sécurité sociale, donc assimiler salariés, on va opter pour pour le statut de la SAS. Parce que la SARL, en tant que gérant actionnaire, on a le statut d'indépendant, on rentre dans le régime des indépendants. Donc c'est toutes ces questions-là auxquelles il faut trouver les réponses pour pouvoir bien orienter. Et après il y a aussi le fait que la SAS, par exemple, en termes de visibilité, de crédibilité aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus cette tendance-là, parce que c'est proche de la société anonyme. Et du coup, comme c'est assez proche, les gens se disent, bon, quand on voit SAS, on se dit, bon, ça apporte un peu plus de cachet, c'est un peu plus, on se dit, bon, c'est un peu plus sérieux, bon, c'est peut-être des idées reçues, mais en tout cas, dans le monde des affaires, ça fonctionne un peu comme ça. Très bien. Et on va aborder le côté fiscal. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une personne qui est débutante et qui n'est pas forcément à l'aise, avec le volet fiscal? Vous, en tant que cabinet d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez? Comment vous l'accompagnez? D'un point de vue fiscal, bon, je ne suis pas fiscaliste, mais après, ça dépend en fait à quel niveau. Maintenant, une personne qui veut démarrer, qui veut commencer son activité, moi, sincèrement, surtout si elle n'est pas à l'aise ou elle ne sait pas comment ça fonctionne, je conseillerais la micro-entreprise, donc le statut d'auto-entrepreneur.
Parce qu'en termes de gestion, déjà surtout sur une personne qui n'est pas très à l'aise avec la gestion d'une activité, et ben ça va ça force cette personne à avoir être un peu plus rigoureux, donc garder des factures, faire des devis, et puis déclarer son activité, que ce soit au mois ou au trimestre, puis payer ses charges fiscales soit au trimestre, soit au mois. C'est des habitudes que l'on prend. Après, attention à ses impôts personnels quand on est aussi en micro-entreprise, parce que c'est pas toujours avantageux, on n'a pas le choix. Hein. Donc, ça dépend directement de l'imposition sur les revenus. Après, l'avantage en société, c'est après on a le choix, on peut choisir d'être imposé au régime, sur l'imposition sur les revenus, comme on peut être imposé sur la société, une imposition sur la société, donc l'IS. Moi, je conseille plutôt l'IS. Pourquoi ? Parce que c'est un taux qui reste fixe, quel que soit le montant. Alors que si on est imposé à l'IR, admettons qu'au début, généralement au début, on fait souvent des déficits. Des déficits, c'est rare. Bon, ça arrive aussi, mais qu'on soit en bénéfice tout de suite. Ça commence à prendre forme après la 2e année, 3e année. Maintenant, quand on voit que au niveau des bénéfices, ça devient très très important, il faut savoir que au niveau de nos impôts aussi, ça devient très très important. Donc, il faut pouvoir prendre en compte tout cela. Alors que quand on est en société et qu'on choisit l'IS, ce même taux-là, et puis on connaît le taux, puis après c'est vrai qu'il peut augmenter, le taux n'augmente pas, mais ça peut être de plus en plus important si les chiffres augmentent, mais ça n'a pas d'impact sur ses revenus à soi, sauf quand on touche les dividendes. Mais du coup, après ça dépend de la personne, mais moi si je devais conseiller, si on n'est pas à l'aise vraiment, démarrer peut-être en micro-entreprise pour s'entraîner, après basculer en société. Une fois qu'on est en société, j'opterais plutôt pour l'IS. D'accord, très bien. Vous avez adopté des termes techniques, IS, IR. Imposition sur le revenu, imposition sur le revenu, IR, et puis imposition sur les sociétés, IS. Alors, du coup, ces derniers temps, on assiste beaucoup à la fermeture du rideau de la part des entrepreneurs suite à une mauvaise gestion des finances ou parce qu'ils sont tout simplement endettés. Vous, quel est votre regard par rapport à ça, sur cette situation ? J'ai pas, je ne sais pas trop quel avis donner, mais en tout cas par rapport à ce que j'ai pu voir ou des personnes que j'ai accompagnées dans la création de société, il y en a qui ont dû fermer après 1 an ou 2 ans. Pourquoi ? Parce que ils n'avaient pas suffisamment évalué tous les risques. Comme je le disais tout à l'heure, avoir une société, c'est quand même un coût. Quand on vend de la marchandise, par exemple, il faut pouvoir gérer du stock, etc. Et puis, il faut le prendre en compte. Donc, peut-être que ces personnes ne se sont pas fait accompagner, ou si c'est le cas, je ne sais pas. Mais c'est important de se faire accompagner par une personne qui est douée en finance. Et là, vraiment, j'insiste, c'est vraiment, vraiment important. Un comptable, un expert comptable, c'est indispensable quand on a une société. Et j'ai l'exemple d'une personne, par exemple, qui a créé sa société. Maintenant, elle a pris un local, donc un fonds de commerce, donc elle a pris un local pour exercer son activité. Mais quand elle a pris son local, elle ne s'est pas suffisamment renseignée sur ce qu'il y avait autour. Comme elle a un local, ça veut dire que ses charges sont quand même importantes. Du coup, les tarifs qu'elle propose sont élevés. Et ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'est que la concurrence autour a des tarifs beaucoup moins importants. Et du coup, elle s'est retrouvée avec une société à gérer, avec un local à gérer et pas suffisamment de clients. Résultat, après 1 année, 2 ans, elle a dû fermer. Je pense que c'est vraiment évaluer tous les risques au niveau financier. Il faut vraiment, vraiment se faire accompagner, c'est vraiment important. Après, ça dépend de plusieurs. Il y en a qui se disent oui, j'ai une superbe idée, et puis que finalement, on se rend compte que c'est pas du tout l'idée du siècle, et puis c'est complètement un flop, et puis on ferme. Après, quand on ferme, je pense qu'il faut pas se décourager, quoi. Ça arrive de se tromper, ou un échec, c'est fait pour rebondir et aussi pour apprendre. On grandit aussi plus vite avec un échec. Donc voilà, faut pas s'arrêter là, faut rebondir et reprendre. Et, quel a été le retour sur expérience
de votre cabinet. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter, des avis des clients qui étaient forcément contents ou pas contents? Est-ce que vous avez... Bon, après, oui, il y a des clients qui sont, oui, qui sont plutôt contents. Après, je pense que ce qu'on me dit souvent au niveau des commentaires ou des recommandations, c'est le côté professionnel, parce que vraiment, j'aime bien faire attention, prendre le temps. Après, au niveau des anecdotes, je sais qu'une fois, par exemple, je travaillais donc pour un client et puis qui était dans une discussion d'affaires avec d'autres personnes, et puis en regardant les statuts de la société, je me rends compte que en fait le client, donc il m'a consulté après, hein, pas pendant la création, mais il m'a consulté après. Il avait créé sa structure tout seul. Et du coup, quand il m'a contacté parce qu'il voulait rentrer en affaires avec d'autres personnes, j'ai regardé les statuts et en fait, il avait mis par exemple le statut d'une SARL, donc Société à responsabilité limitée. Quand je lui ai demandé les statuts pour voir comment c'était organisé quand on veut faire un rachat de parts ou une cession ou autre, et en fait, je me rends compte que les statuts qu'il avait pris, c'était les statuts d'une société par action simplifiée, donc rien à voir. Mmh. Et je lui dis mais les statuts en fait ne sont pas bons. Il me dit j'ai pris sur internet, je savais pas. Je dis en fait quand on ne sait pas, on se renseigne en fait. On se renseigne parce que quand on crée une société, on dépose les documents auprès du greffe. Le greffe ne regarde pas le contenu. Il regarde s'il y a toutes les pièces, etc. Et puis après, il valide ou non, mais il regarde pas le contenu. Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner par un expert, tout simplement. Je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus marqué. Après, mécontent, pour l'instant, ça va, j'en ai pas eu, en espérant que j'en ai pas. Mais bon, après, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, même les avis négatifs, je les prends toujours parce on est aussi là pour s'améliorer, c'est important. Tout ne peut pas toujours être parfait, c'est important. Et aujourd'hui, que pouvez-vous dire à une personne qui hésite, qui aimerait bien se lancer, mais qui hésite, pour la pousser à sauter le pas? D'y aller. Moi, je sais qu'au début, j'ai beaucoup hésité avant de lancer Legal Team, et puis ça a aussi pris du temps à démarrer aussi. Donc, je pense qu'il faut y aller. Il faut aussi parfois écouter des conseils, écouter des personnes qui sont autour, ne pas hésiter s'il faut mettre en avant ses compétences, ses talents, ne pas hésiter, et puis faut être audacieux. Voilà, faut vraiment être audacieux et puis surtout persévérant. Vraiment, là le conseil, si on est une personne impatiente, ça peut être un peu difficile, mais il faut vraiment faire preuve de patience et de persévérance. En tout cas, dans la création de société, dans la gestion d'une affaire, d'une activité, c'est beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et puis de calme aussi, parce que c'est pas toujours facile. Mais il faut vraiment avoir un mental. Le conseil, vraiment, c'est un bon mental et être bien entouré. Voilà, ce sont tous les conseils que je peux donner. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les innovations que vous avez apportées au sein des autres? Alors, comme innovation, je dirais, c'est que Legal Team propose un service d'accompagnement sur mesure. Donc, on ne regarde pas ou on ne prend pas uniquement ce qu'il y a sur Internet, non. Mais on prend le temps d'écouter le client, on prend le temps de comprendre aussi son besoin et de proposer un accompagnement de qualité sur mesure, calqué sur ses besoins. Et on n'hésite surtout pas à dire si le projet est aura plutôt tendance à prospérer ou non. Et ce qu'on propose aussi, c'est une analyse des chiffres, une analyse budgétaire avec des conseils dans la gestion des chiffres et aussi un accompagnement, c'est très important pour calculer la rentabilité de la société. Parce que beaucoup de porteurs de projets se lancent dans l'entrepreneuriat sans réellement savoir si leur projet sera rentable ou non. Et nous avons des experts, donc nous avons nous sommes en mesure de pouvoir vous accompagner vraiment en profondeur sur l'analyse financière de votre projet, la rédaction parfois donc de certains éléments, donc l'écriture, l'aspect juridique forcément. Voilà ce qu'on propose et c'est ce qui fait, je pense, la différence. C'est ce que j'apporte d'innovant. Alors nous arrivons à la fin de notre émission, donc
Qu'est-ce que nous devons retenir finalement de cet échange? Ce qu'il faut retenir, c'est, je dirais, lorsqu'on en veut créer une activité, donc bien se renseigner sur le marché, prospecter, regarder ce qu'il y a autour, bien étudier et déterminer la cible. Une fois qu'on s'est fait, c'est s'entourer des bonnes personnes. Donc si on a besoin d'un juriste, contacter un juriste. Si on a besoin d'un comptable, contacter un comptable. Si on a besoin d'un commercial aussi, c'est important, contacter un commercial. Au niveau de la communication, si on ne sait pas, on n'est pas à l'aise avec la communication, ne pas hésiter à aller contacter un community manager ou voilà, s'entourer de personnes lorsque c'est nécessaire. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est entrepreneur, tout le monde va entreprendre, mais c'est pas facile. C'est vraiment beaucoup de sacrifices, des heures et des heures de travail. Des fois, on dort très peu. Surtout quand on veut voir un résultat, c'est des heures de travail, c'est parfois comme je disais, des sacrifices. C'est-à-dire que là où d'autres vont sortir, toi non, tu dois travailler, livrer des clients, faire des contrats. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Et après c'est la passion aussi. Quand on est passionné, on peut tout faire. En fait, quand on est passionné, et surtout qu'on sait que ce qu'on fait, ça répond vraiment aux besoins d'une personne, d'une catégorie, d'une cible précise. On y va, on fonce. Il faut vraiment, c'est ce qu'il faut retenir, ne pas avoir peur de l'échec aussi. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et puis un jour, ça prend. Je vous remercie pour ces précieux conseils. Merci d'être passé sur le plateau de Impact Actu. Merci. Et moi, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Retrouvez-moi la prochaine fois pour la présentation d'un nouveau parcours inspirant. Ici, c'est Christelle Liou. À bientôt. Au revoir.